Alors maintenant, on va donner la parole au professeur Philippe Barret, qui va nous parler, qui va nous éclairer vers des systèmes agricoles et alimentaires sans pesticides. Alors, si vous avez des questions en fait pour la présentation de Bruno Schiffers, on aura une petite session questions-réponses après la présentation de Philippe Barret. Comme ça, gardez vos questions et alors on pourra poser toutes les questions tout à l'heure. Voilà, je donne la parole à Philippe Barret. Bonjour à tous et toutes. Je partage. D'abord, merci pour l'invitation et merci à Nature et Progrès pour le travail extraordinaire qui est fait autour de cet enjeu des pesticides. Bien sûr, je partage beaucoup des inquiétudes de Bruno Schiffers. Et aussi, je suis d'accord avec lui sur cette question de décalage avec la réalité. Donc, on nous parle souvent de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Et en travaillant sur ce sujet depuis maintenant quelques années avec mon équipe, Citra, d'ailleurs, si vous voulez, les slides sont déjà en ligne sur citra.be, j'en arrive à la conclusion que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu éthique. En fait, il n'y a plus à discuter de est-ce qu'il faut des pesticides ou pas, il y a à discuter de qu'est-ce qu'on va raconter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on nous dira « vous saviez et vous n'avez rien fait ». Pour moi, l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est un enjeu éthique, c'est un enjeu de prise de responsabilité. C'est dans cet esprit-là que je voudrais poser mon exposé, en essayant de ne pas être trop pessimiste, trop catastrophiste, parce que je pense que ça ne sert pas à grand-chose, mais quand même avec en arrière-fond cette idée qu'on est responsable et qu'on doit être responsable collectivement, que tout le monde est responsable. Certains sont quand même plus responsables que d'autres. Et il y a 2 livres que je voudrais vous recommander. Vous pouvez les acheter d'ailleurs à la librairie Nature et Progrès. Le premier, c'est L'agriculture empoisonnée, qui est un magnifique travail de sociologue sur les phytovictimes, c'est-à-dire la façon dont certains agriculteurs et agricultrices en France se sont organisés pour défendre leurs droits, étant elles-mêmes victimes de maladies liées aux pesticides. Et un livre qui, pour moi, est vraiment le meilleur livre pour comprendre comment fonctionne aujourd'hui le système agricole et alimentaire, et notamment l'industrie des pesticides, Le Monde et le monde de vin silencieux de Stéphane Foucard, qui est une référence dans le domaine et qui nous parle notamment de comment on a pu pulvériser des néonicotinoïdes pendant des dizaines d'années, alors que tout le monde savait que ce n'était pas bon pour la santé. Et alors, un petit clin d'œil à 2 amis, Frédéric Laure et Roger Job, qui ont travaillé sur l'exportation des pesticides. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un sujet très important. Vous savez que l'Europe, et singulièrement la Belgique, est un exportateur de pesticides interdits. Normalement, une loi a été votée. Elle passera normalement en application en mai 2025. Et donc, je vous invite à être vigilant pour voir si cette loi va vraiment être appliquée en mai 2025. C'est un enjeu essentiel d'arrêter d'exporter des pesticides que nous interdisons chez nous. Je crois que ce n'est pas très compliqué de vous expliquer que c'est un enjeu éthique. Voilà. Et donc, je vais organiser mon exposé en 3 temps. Le premier, c'est sur la question de quelle est la trajectoire que l'on pourrait prendre, quels sont les instruments pour prendre ces trajectoires et quelles sont nos certitudes. On n'aura pas beaucoup de certitudes, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai commencé la trajectoire en 1943 parce que 1943, c'est les premiers pesticides chimiques. Et donc, c'est un point que j'aime bien souligner avec mes étudiants. On a fait de l'agriculture sans pesticides pendant des millénaires, pendant des siècles. Et les pesticides, c'est un nouveau problème à l'échelle de l'histoire de l'agriculture. Et pour moi, c'est une parenthèse. J'aime l'appeler la parenthèse des pesticides. Donc, on pourra dire qu'on a connu la parenthèse des pesticides. Ma conviction, c'est qu'en 2050, il n'y aura plus de pesticides chimiques, pour toutes les raisons qu'on va voir aujourd'hui, que c'est insoutenable pour l'environnement et insoutenable pour la santé publique. Et ça va devenir intenable socialement de défendre une agriculture basée sur les pesticides. Bon, entre aujourd'hui et 2050, il va falloir trouver des trajectoires. Mais voilà, gardez cette idée en tête. Nous sommes dans la parenthèse des pesticides et il faut fermer la parenthèse le plus rapidement possible. Ça, c'est ma conviction. Elle n'est pas basée sur des idéologies, elle est basée sur les faits et sur le fait que le système d'aujourd'hui, il n'a pas d'avenir en s'appuyant sur ce type d'intrants. Alors, on n'est pas tous d'accord, bien sûr, là-dessus. Et donc, il y a une trajectoire aujourd'hui.
Cette trajectoire, factuellement, elle est illustrée par 3 grands éléments. Une dépendance technique, intellectuelle, culturelle, et j'insiste là-dessus, et économique aux pesticides. Des impacts majeurs sur les santé humaines et environnementales, et des scientifiques et des politiques sous influence. Donc ça, c'est les 3 faits qui caractérisent la situation actuelle. Et ces faits construisent un récit. Et si vous suivez un peu l'actualité, si vous avez été vous balader place du Luxembourg à Bruxelles en janvier 2024, on y reviendra, vous savez que ce récit peut être très puissant, beaucoup plus puissant parfois que les faits. Et ce récit, il est basé sur 3 idées. Il est basé sur la maîtrise et la puissance. L'objectif d'un agriculteur, c'est de maîtriser la nature. Le deuxième récit qui est fallacieux, c'est de dire que sans pesticides, on n'assurera pas la sécurité alimentaire. Il y a des dizaines d'articles qui montrent que la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la capacité à nourrir l'humanité, n'a rien à voir avec la productivité, mais à voir avec des choix politiques et économiques. Et le 3e récit, qui est complètement faux, c'est celui d'un monde agricole homogène. Donc la presse, les syndicats dominants, des acteurs médiatiques ont tendance à dire « les agriculteurs ». Les agriculteurs, ça n'existe pas. Il y a une diversité d'agriculteurs avec une diversité de visions, une diversité de pratiques. Et donc, quand on fait une espèce d'amalgame en disant tous les agriculteurs sont pour les pesticides, tous les agriculteurs vont nourrir le monde, etc., c'est faux. Il y a des agriculteurs qui ne nourrissent pas le monde. Il y a des agriculteurs qui ont des visions complètement différentes d'autres agriculteurs. Et j'adore cette publicité qui moi, m'a fasciné. Elle était il y a, il faudrait que je retrouve, mais c'est 4-5 ans, en dernière page de Plein Champ. Feu Plein Champ et aussi en dernière page du Sillon la même semaine. Donc c'est vraiment le genre de publicité où on paye cher pour convaincre les agriculteurs. Et pour moi, il résume en une seule image le récit dominant. Le récit dominant, c'est un récit de puissance. C'est un récit où on oppose la nature et l'agriculture, où ce qu'on montre de l'agriculture, c'est une machine et une monoculture. Tout ça pour vendre un herbicide. Et ça, c'est pas un truc... Bah, moi, ça me semble d'un bazar, mais complètement vieillot, quoi. Mais non, c'est avec ça qu'on parle aux agriculteurs en 2020. Et donc, posons-nous la question de si c'est le type de message qu'un publicitaire utilise pour convaincre un agriculteur, c'est que c'est encore ce type de message qui, culturellement, est majoritaire. Heureusement, il y a des trajectoires pour demain. Les trajectoires pour demain... Alors, j'ai bien mis 2030-2050, parce qu'un des enjeux dont je n'ai pas la réponse, je vous rassure tout de suite, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut cibler pour 2030 et qu'est-ce qu'il faut cibler pour 2050. Pour 2050, c'est clairement 0 pesticides. Pour 2030, comment on fait? Et donc, quels sont les incontournables? 1, il faut sevrer l'agriculture des intrants non renouvelables, comme les pesticides, les engrais chimiques. Deuxièmement, il faut un système alimentaire sain et cohérent du sud au nord. Donc, pour moi, une des préoccupations majeures, c'est d'éviter que les pays du Sud rentrent dans la même dynamique que nous, qui est une dynamique sans issue. Et donc, il faut parler plus du Sud aussi, parce qu'on peut faire des alliances autour de ça. Et 3e point, des agricultures qui sont multifonctionnelles. Arrêter de réduire l'agriculture à des tonnes de céréales ou des tonnes de pommes produites. L'agriculture, c'est bien plus que ça. Et donc, le récit, c'est un récit où on vise la résilience comme condition première, et on a des nouvelles cibles. Et ce récit, c'est génial, quoi. C'est génial, il y a des gens à la Commission européenne qui ont compris que c'était ça. C'est fou, quoi. Et on dit toujours Europe, l'Europe. Ils ont inventé Farm to Fork, avec un récit de réduction des pesticides, d'augmentation de l'agriculture biologique, de diminution des gaspillages, de diminution de l'usage des antibiotiques en élevage. C'est génial. Donc ça, c'est le récit. C'est le récit qui est à la fois pensé par des fonctionnaires européens, pensé par des groupes de pression, pensé par des agriculteurs, pensé par des citoyens. C'est ce récit qui peut construire une trajectoire résiliente, intelligente, respectueuse de la dignité des agriculteurs et des citoyens. Et c'est ce récit qui a été détruit en 3 jours, en janvier 2024. Donc voilà, moi je voudrais poser ça comme point de départ. Donc, alors, on va essayer de réfléchir comment on peut réaliser quand même le 2e récit. Et donc, on va s'interroger sur les instruments. Quels sont les instruments? Et ça, c'est un point que j'ai découvert récemment grâce à des chercheurs et chercheuses comme Diana Bordotto, Océane Duloin, qui travaillent chez moi. C'est que la politique, c'est en fait des instruments.
c'est des outils pour construire un monde meilleur. Et donc, on va un peu faire le tour de ces instruments. Et pour moi, très rapidement, j'aurais voulu avoir plus de temps pour développer ça, mais il y a quatre grandes lignes. Il y a le développement d'alternatives, et on va en parler beaucoup cet après-midi, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a des plans volontaristes, et je vais passer un petit temps à vous parler d'un plan qui était vraiment très intéressant, qui s'appelait le plan Ecophyto en France, avec une ambition de réduction en 10 ans de 50% de l'usage des pesticides. Il y a des changements de consommation, et ça c'est souvent mis en avant, mais je pense qu'on donne trop de poids à cette ligne-là, mais on peut en reparler dans le débat, parce que je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et puis il y a notamment des mécanismes de taxation, des mécanismes de contrainte, et je voudrais vous partager l'expérience danoise qui, moi, me donne beaucoup d'espoir. Mais avant ça, parlons d'Ecophyto. Ecophyto, c'est un truc génial. C'est, en 2008, un ministre de l'Agriculture en France, après ce qu'on appelle un Grenelle, alors là, les Français ont l'habitude d'organiser des Grenelles, c'est un mot qui correspond à une rue de Paris, où on a un jour réformé l'enseignement, et depuis lors, dès qu'on veut réformer quelque chose, on fait un Grenelle. Et cette analyse, on était en 2007, cette analyse était, ça va bientôt faire 20 ans, cette analyse était de dire il faut réduire drastiquement l'usage des pesticides en France, et on va se fixer un objectif. On va, pour 2018, réduire de 50% l'usage des pesticides. Ça s'est appelé le plan Ecophyto. Ce plan, il y a eu 30 millions d'euros mis dans ce plan chaque année en France pendant les premières phases. Et puis vous allez voir que dans Ecophyto 2, on va mettre 70 millions, 70 millions d'euros chaque année pour financer ce plan. Et donc, il va avoir une série de directives, il va avoir une série de révisions du plan. Donc maintenant, on vient de faire la 3e révision du plan qui s'appelle Ecophyto 2030. Vous voyez que l'objectif, c'est toujours moins 50%. Alors, comment ça se fait que l'objectif, c'est toujours moins 50%? C'est génial, hein? On fait moins 50%, puis on fait moins 50% des 50%, puis on fait encore moins 50% des 50% des 50%. Sauf que si l'objectif, c'est toujours moins 50%, c'est parce qu'on n'a pas fait les moins 50%. Donc, on remet chaque fois l'objectif sur la table en disant on va refaire moins 50%. Puisqu'on ne l'a pas fait, quoi. C'est logique. Hein, bon. C'est quand même cohérent. Hein. Et donc, ça, c'est voilà, l'évolution des quantités de substances actives vendues en France depuis, alors la dia n'est pas bonne, mais j'ai fouillé tout le web pour essayer de la trouver, mais je n'ai rien trouvé de meilleur, entre 2008 et 2021. C'est pas frappant qu'on a baissé de 50% l'usage des pesticides en France. Hein. Moi, ça ne m'a pas frappé. Ça m'a tellement pas frappé, ça n'a tellement pas frappé les Français qu'ils ont fait un truc que je trouve génial. Et là, si un jour on peut inviter quelqu'un qui est remarquable sur ce sujet, qui s'appelle Dominique Potier, qui est quelqu'un qui connaît l'agriculture française vraiment de façon remarquable et qui est député à l'Assemblée nationale. Dominique Potier, avec un collègue, enfin non, lui était le rapporteur, a fait un rapport parlementaire pour essayer d'expliquer pourquoi on n'y est pas arrivé. C'est quand même la responsabilité du Parlement d'évaluer les politiques. Hein, et donc, il y a un rapport qui est sorti sur l'évaluation. Donc, c'est un rapport qui est sorti en 2023, donc c'est pas trop vieux, sur pourquoi ça n'a pas marché. Alors, j'ai été très paresseux parce que j'aurais dû mieux retravailler la DIA, mais je vous ai copié-collé le résumé du rapport. Le résumé des rapports, il fait d'abord un état des lieux. Il fait un travail aussi sur l'aspect législatif, c'est un point important. Il fait un état des lieux sur le continuum entre la recherche, parce que l'idée, c'était que la recherche allait aider les agriculteurs à changer leurs pratiques. Il pose le constat d'un... Écoutez, cette phrase, c'est magnifique, les Français, moi, je les adore. Il pose le constat d'un rendez-vous manqué avec le plan stratégique national. Et donc, important, on se rend compte tout à coup qu'on fait d'une main, la gauche, on fait un plan de réduction des pesticides, et de l'autre main, la droite, un plan stratégique national qu'on dépose à l'Europe, où en fait, on raconte l'inverse de ce qu'on a raconté dans l'autre plan. Et l'agriculteur, il est au milieu, c'est-à-dire qu'il reçoit des aides en fonction de son niveau de production, et on lui dit, si tu utilises moins de pesticides, ton niveau de production va un peu baisser. Ah, mais donc tu n'auras plus les aides. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et donc ça, c'est vraiment un des éléments clés de l'échec du plan, c'est que si vous avez un plan qui est à contre-courant du plan global, du modèle global d'agriculture, vous avez très peu de chances d'y arriver, même en mettant des millions d'euros, et d'autant plus con que vous dépensez vos millions d'euros pour rien, quoi. Hein, ça, c'est sûr, ça, c'est génial.
Ils expliquent en fait en quoi le marché, 5e partie, le marché constitue un frein à la réduction de l'usage des pesticides. Parce que les organisations des marchés font qu'on doit toujours produire plus à moindre prix, et donc avec des pesticides. Et puis il montre que la gouvernance des différents plans n'était pas très efficace. Et finalement, il dit, soyons peut-être un peu cohérents, et ça rejoint des objectifs, je pense, de la région wallonne, soyons un petit peu plus cohérents, focalisons-nous d'abord sur les aires de captage. Si on arrive déjà à faire le job sur les aires de captage, on pourra peut-être arriver à faire le job plus largement, mais arrêtons de prétendre qu'on va réduire de 50% à l'échelle du territoire, alors que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, une partie des agriculteurs ont joué le jeu. Il y a eu 3000 fermes défis qui ont joué le jeu. Dans ces fermes, on a réduit de 25% l'usage des pesticides. Donc, ça peut, on sait comment il faut faire. On va encore nous rappeler cet après-midi comment il faut faire. On sait comment il faut faire. Pourquoi ça ne marche pas? Mais jetez un coup d'œil sur cette carte. Il ne faut pas connaître trop bien la France pour savoir pourquoi il y a des taches rouges. En fait, les taches rouges dans le haut de la carte, c'est là où vous avez les cultures industrielles. C'est-à-dire la pomme de terre, la betterave et des cultures qui sont très demandeuses en pesticides. Et après, vous avez les deux petites taches rouges du bas. Voilà, les grands amateurs de vin de la salle peuvent m'aider. Vous avez le vignoble du côté de l'Occitanie et le vignoble du Bordelais. Hein? Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est non seulement les usages au niveau des parcelles, mais le choix des filières de production qui va influencer l'usage des pesticides. C'est la même chose en Wallonie. Ça, ce sont des données qui commencent à dater, mais on est en train de les mettre à jour sur la Wallonie. Donc aujourd'hui, sur la Wallonie, on l'a déjà dit, mais parmi les filières qui sont les plus consommatrices en pesticides, ce sont les pommes de terre et les betteraves. Et ces filières qui correspondent à 50% de l'usage des pesticides en Wallonie ne correspondent qu'à 10% des surfaces. Et donc, on a des filières sur lesquelles on pourrait faire un effort qui permettrait très rapidement de diminuer l'usage des pesticides, mais qui sont en fait essentiellement orientés vers l'exportation, notamment les pommes de terre. Hein. Je ne dois pas vous rappeler que 7 pommes de terre sur 8 en Wallonie sont exportées. Et donc, on choisit de mettre des pesticides sur des cultures qu'on sait destinées à l'exportation. Donc, c'est un choix de sacrifier notre santé publique et notre santé environnementale pour des intérêts de grands groupes qui ne sont même plus belges, puisque les groupes qui pilotent l'industrie de la pomme de terre n'ont plus rien à voir avec un actionnariat belge. Donc, voilà. Et alors, un point qui est évoqué aussi dans ce rapport, c'est le nombre de substances autorisées. Il y a souvent un discours sur la diminution des substances autorisées. Ben, moi, je fais le discours dans l'autre sens. On voit qu'il y a un lien entre la quantité de substances utilisées et les problèmes liés aux pesticides. Vous voyez qu'on est bien, là, la Belgique, on est un petit peu derrière la France en termes de substances autorisées. Si vous allez beaucoup plus loin, à la fin du tableau, vous avez le Danemark qui autorise 2 fois moins de substances que nous. D'accord? Et là, ça me permet d'attirer votre attention sur un document qui a été compilé, mis en ligne par la Helmut Böll Fondation, Helmut Böll Stiftung, qui s'appelle l'Atlas des pesticides. C'est vraiment magnifique, et donc c'est complètement libre, c'est super bien présenté, et vous avez une centaine de pages de rapports, de données, d'informations sur les pesticides, tout étant sourcé et vérifié. Bon, j'avais dit que je serais optimiste. Bon, j'avais dit que je serais optimiste, donc on va aller faire un tour au Danemark. Hein, Danemark, tout de suite, un pays qu'on ne connaît pas bien, et où ils ont décidé, eux aussi, un peu plus tard que les Français, de faire une action sur la réduction de l'usage des pesticides. Et ils se sont dit, en fait, ce n'est pas tellement la quantité de pesticides autorisés qui est utilisée qui pose problème, mais c'est surtout l'impact sur la santé humaine et environnementale qui compte. Et donc, ils ont dit, ce qu'on veut, ce n'est pas réduire la quantité de pesticides, parce que, par exemple, les néonicotinoïdes, en quantité, c'est minime dans les bilans, mais par contre, c'est hyper impactant en termes de risque. Une partie des PFAS aussi, c'est dans ce registre-là. Et donc, ils ont dit, on va faire une taxe sur les pesticides basée sur le risque, ce qui va avoir un double mouvement, et c'est ce double mouvement que j'espère on va pouvoir mettre en place en région wallonne, à la fois réduire les quantités utilisées et réduire les risques des substances utilisées. C'est ça qu'il faut, c'est les deux éléments qui sont importants. Ils ont fait ça, et voilà le résultat.
Alors, le résultat, c'est que là, on voit quand même que ça bouge. Hein. Et ce qui bouge là, alors, c'est pas des l'échelle, ce n'est pas des quantités de pesticides, c'est le risque environnemental et santé lié aux pesticides qui diminue. Et donc, c'est beaucoup plus pertinent comme objectif, et ça marche. Donc, ils ont diminué déjà d'un tiers le risque lié, de 40% le risque lié aux pesticides depuis 2013, qui n'est pas si mal. Et ils ont mis une taxe, et cette taxe, elle est fonction de l'unité de danger et de la quantité de produit. Donc, il y a une qualification en termes de combien il y a d'unités de danger dans ce produit. Il y a des produits qui ont plus d'unités de danger et d'autres qui ont des plus petites unités de danger. Et puis, ils multiplient par une quantité de produit. Il y a une taxe au litre. L'année où ils ont mis en place, ils ont ramené 85 millions d'euros avec la taxe. Ce qui permet de financer, par exemple, des projets comme Wallonie sans pesticides. C'est super important. Donc, comme ça, on ne peut pas dire qu'on n'a pas les moyens pour les bonnes stratégies. Bon, ça, c'est l'utilisation des pesticides en Wallonie. C'était parce que j'avais peur que vous me disiez est-ce qu'on est plus proche des Français ou des Danois. Et je peux vous dire qu'on a mis de l'argent aussi. Hein. Donc, peut-être sans doute moins que les Français, mais on a mis de l'argent. Donc, il y a un problème. Donc, qui dit problème dit solution. Qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? Pour moi, une première chose importante, c'est quand même de changer d'échelle. Ça, il y a en Wallonie, ça. Hein. C'est beau quand même, la Wallonie. C'est changer d'échelle. Et donc, ce n'est pas de dire il ne faut plus travailler sur les produits alternatifs, il ne faut plus travailler sur les modes de production alternatifs. La journée d'aujourd'hui va indiquer comme c'est important. Mais il faut aussi accompagner par le développement de filières sans pesticides, par des politiques agricoles cohérentes et par des politiques agricoles qui sont hiérarchisées à des politiques alimentaires et de santé. Donc si on n'a pas cette séquence, en fait, si on est là tout en haut, juste avec des changements de pratiques et des produits alternatifs, eh bien, le résultat, vous l'avez vu dans les dias précédentes, c'est ça. OK? Donc, moi, je pense, et je plaide, et je suis convaincu, et je travaille avec des collègues politologues qui m'ont convaincu, que si on n'a pas une cohérence tout au long des échelles, on n'arrivera pas. Et donc, pour moi, une agriculture sans pesticides, ce n'est pas un choix technique, c'est un choix de société, c'est un choix politique, au sens noble du mot politique. Loin de moi, et c'est justement le but de mon exposé, c'est de convaincre que les politiques peuvent nous aider à arriver à cet objectif. Alors, il y en a qui sont un peu exemplaires, hein, qui ont des biopesticides. Je suis d'accord avec Bruno que ce n'est pas mon truc préféré, mais ça existe quand même. Il y a des biopratiques, il y a des filières bio, il y a de l'agriculture bio, il y a en fait le bio qui a quand même compris ça depuis super longtemps. Et donc moi je maintiens qu'on a un modèle qui marche, qui est cohérent et qui permet déjà de remplir une partie du cahier des charges. Je maintiens aussi qu'il faut aussi travailler sur ce qui n'est pas bio pour essayer de réduire les pesticides dans ce qui n'est pas bio, mais pas au détriment de l'augmentation de la part du bio dans le système. Et j'insiste bien sur le mot « dans le système ». Ce n'est pas seulement des superficies. Le problème du bio, c'est qu'il n'a pas que des copains. Mon auteur de dessin, si vous ne connaissez pas Claude Ponty, vous avez raté un truc dans votre vie. Hein. Claude Ponty, c'est quand même génial. Moi, j'ai lu ça aux enfants, et puis j'ai piqué les bouquins aux enfants, tellement c'est bien. Et il y a un dessin, il y a une BD de Claude Ponty. Ma préférée, elle s'appelle Ma Vallée, mais ma deuxième préférée s'appelle Le Chien Invisible. C'est un gamin qui a un petit chien qui est invisible. Vous allez l'acheter, donc je ne vous raconte pas d'histoire. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le gamin, quoi. Et donc, voilà. Pour moi, le gamin, c'est quand même le bio. Parce que c'est un chouette gamin, en plus. Et alors, il y en a qui n'aiment pas le gamin. Et pour moi, les trois grands ennemis du bio aujourd'hui, c'est d'une part un concept complètement, j'ose pas dire des mots, qui m'énerve, quoi, qui s'appelle l'agriculture régénérative. Ça, c'est un truc. Comme scientifique, j'ai passé du temps, et je passe encore du temps, à essayer de trouver une définition de ce concept. Il n'y en a pas. Et quand je parle aux acteurs de ce concept, ils m'expliquent que s'il n'y a pas de définition, c'est mieux que tout, parce qu'on peut tout faire s'il n'y a pas de définition. Hein, c'est pour ceux qui connaissent la certification bio, c'est à peu près l'opposé d'une certification bio. C'est un truc, vous mettez tout ce que vous voulez, vous levez le matin,
vous dites que les poulets du McDo sont en agriculture régénérative, et puis à l'autre bout, vous avez des gens qui font de l'agriculture biologique régénérative, qui est génial. Ce qui m'énerve, c'est qu'on ne voit pas la différence entre ceux d'un bout et ceux de l'autre bout. Donc ça, c'est un des gros dangers aujourd'hui. Et on en a déjà parlé, c'est un des gros dangers aujourd'hui de ce qui est en train de se passer dans les récits, dans la culture des gens, c'est qu'on leur propose des choses qui ne sont pas du bio. Pour les plus anciens, c'est une espèce de Canada Dry. On leur propose des trucs qui ne sont pas du bio et qu'on fait passer pour mieux que du bio. Ah non, mais là, comme arnaque, c'est quand même absolument extraordinaire. Donc moi, je maintiens, et je n'ai pas peur de le dire, je vais encore le dire demain à Bruxelles, l'agriculture régénérative, c'est une arnaque. Et s'ils veulent sortir de cette idée d'arnaque, qui me donne une définition, qui me donne un cahier des charges et qui m'explique comment on définit l'agriculture régénérative, j'enleverai alors mes mots. Mais je ne les enleverai pas tant qu'on ne m'aura pas donné une définition. Parce que sinon, c'est une arnaque. Les deuxièmes gars qui n'aiment pas trop le petit bonhomme bio, c'est l'industrie des intrants chimiques, dont on parle quand même très peu. Si vous lisez le livre « Le monde sera silencieux », vous verrez que ça vaudrait la peine d'en parler un peu plus. Hein. Donc clairement, si on passe dans un monde sans pesticides, il va y avoir des perdants. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les perdants, puisqu'on a décidé qu'ils seraient des perdants. Pour moi, il faut allouer une partie des subsides à l'industrie chimique, comme on a fait pour la sidérurgie, pour leur permettre de partir. Parce que sinon, ils resteront toujours là. Hein. Et puis, les acteurs dominants de l'agroalimentaire, et j'insiste bien de l'agroalimentaire, parce que ce qui détermine les choix des agriculteurs et agricultrices aujourd'hui, c'est les choix de l'agroalimentaire. Et donc, ces choix, je vous parlais des pommes de terre, il n'y a pas un agriculteur qui s'est levé en 1950 en Belgique en disant « on va exporter 7 pommes de terre sur 8 hein. ». Ça, moi, je ne pense pas que ça existe. Il y a une industrie agroalimentaire qui s'est dit oh, ils ont des bons sols, ils ont des bons agriculteurs, ils veulent bien qu'on mette des pesticides dessus, les patates, ça fait partie de leur culture, la frite, ça a une bonne image, et on va devenir le premier exportateur mondial de frites congelées. C'est un projet industriel. Très bien, mais qu'on discute alors avec les porteurs de ce projet industriel pour voir comment on en sort ou comment on fait pour que ce projet industriel ne soit pas un des éléments clés de l'augmentation de l'usage des pesticides en Wallonie. Donc voilà, ça c'est mes instruments. Donc mes instruments, vous l'avez compris, ils sont ici, hein, c'est d'avoir une cohérence dans les différentes échelles et puis de bien identifier ceux qui posent un peu problème. Je n'avais pas assez de bonhommes parce qu'il y en a d'autres qui posent problème, mais bon, je ne vais pas vous énerver avec ça. Un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'il y a des gens qui arrivent aujourd'hui à dire qu'effectivement, on a quand même réduit l'usage des pesticides de 32%. Et il y en a d'autres qui arrivent à dire « Ah ben non, on a augmenté de 3%. » Et là, on tombe sur un enjeu clé des politiques publiques. C'est si vous faites une politique publique, vous êtes tous au courant qu'on a des objectifs en termes de diminution de gaz à effet de serre. Pour le secteur de l'élevage en Europe, que je connais assez bien, c'est moins 59% d'ici 2050. Il faut réduire de 59% l'empreinte du secteur de l'élevage en termes de gaz à effet de serre. Il y a des objectifs comme ça pour tous les secteurs. Moi, je pense qu'on doit avoir des objectifs aussi pour l'usage des pesticides, mais que pour réaliser cet objectif, on doit impérativement se doter d'un outil de monitoring qui permet de vérifier qu'on va bien vers l'objectif. Et donc, il faut avoir un indicateur cohérent. Mon collègue Noé van de Voorde a déjà fait le plaidoyer, donc je vais juste reprendre sa dia pour le rappeler. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur qui nous aide à comprendre si on va dans la bonne direction pour les pesticides? C'est un indicateur qui couple l'usage, est-ce qu'on en utilise moins, et le danger, est-ce qu'on utilise moins des plus dangereux. Ça s'appelle un indicateur de risque qui va combiner cette question du danger et cette question de l'exposition. Et donc cet indicateur, il existe, c'est le pesticide load utilisé par les Danois, et moi je plaide pour que si on veut avoir un monitoring de nos politiques qui indique que l'on évolue dans la bonne direction en termes d'usage des pesticides, il faut cet indice très rapidement pour la Wallonie. Et donc, ce que je pense, c'est qu'on doit aller dans les deux sens. Vous voyez maintenant ma flèche qui remonte. Il faut à la fois développer des alternatives, développer des modes de production, développer des filières, et à la fois avoir des filières qui aident tout le monde à faire ce travail, et un indicateur partagé à tous les étages qui permet de voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Je pense qu'en combinant ces trois choses, on doit pouvoir arriver à un modèle. Alors, il y a un concept qui est un peu flou aussi, mais j'ai mis des étudiants sur le coup, donc je pense qu'on va y arriver. Et il y a quand même beaucoup plus de littérature sur ce concept que sur l'agriculture régénérative. Ça s'appelle One Health.
et qui essaye de dire l'objectif de nos sociétés, c'est d'aller vers une meilleure santé humaine, animale et environnementale, et les pesticides font clairement partie de l'agenda. Je termine avec quelques certitudes qui sont en béton. Alors, les certitudes, c'est, qu'il faut une politique unidirectionnelle et de long terme. J'insiste sur unidirectionnelle. Si on ne tient pas le cap sur des enjeux extrêmement à évolution lente comme les pesticides, on ne va jamais y arriver. Donc le cap, il est clair, c'est réduire les pesticides, augmenter le bio. Deuxième chose, il faut un indicateur pour une politique juste et cohérente. Et troisième chose, et Bruno l'a expliqué et Céline va l'expliquer après, l'impact environnement et santé est insoutenable. Et donc, c'est insoutenable, c'est même pas non durable, c'est insoutenable. Donc, je reviens sur mon point. Et quatrième chose, certains acteurs sont de mauvaise foi. Non, mais ça, il faut le dire, parce qu'on perd aussi une énergie folle à s'asseoir tous autour de la table en faisant semblant qu'on est tous d'accord, alors qu'on sait très bien après qu'on n'est pas d'accord. Hein? Donc, je vous ai mis une photo, pour ceux qui n'y étaient pas, à la place du Luxembourg. Ma femme y était, elle passait pour aller au boulot, donc voilà ce qu'elle m'a ramené comme photo sur son GSM. Mais ça, en fait, c'est pas une politique. Hein? Ça, pour moi, c'est pas une politique, c'est des acteurs de mauvaise foi qui ont défendu des intérêts. Et la conséquence, c'est une mauvaise politique aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir la vision de l'Europe pour le futur de l'agriculture, et d'après les fuites qui circulent pour le moment, il n'y aura plus de conditionnalité pour l'environnement. Hein? Ça, c'est le résultat d'un truc qui s'est passé en janvier 2024 à Bruxelles. Hein? À Bruxelles, à une demi-heure de train d'ici. Et ce qui m'a le plus effrayé, c'est que 90% des citoyens, 90% des journalistes, 90% du bruit médiatique, des réseaux sociaux et des influenceurs, trouvaient que c'était génial, que ces pauvres agriculteurs avec leurs tracteurs énormes, qui mettaient le feu au bazar, ils étaient quand même en droit de faire ça, et que ce qu'ils demandaient, c'était vraiment normal. Sauf que ce qu'ils ont demandé et ce qu'ils ont obtenu, ben c'est l'inverse de ce que je vous propose. Donc j'aurais dû faire une petite crawl là pour montrer qu'on a fait demi-tour en 2024. C'est même pas qu'on a arrêté la courbe, hein, c'est qu'on fait demi-tour. Et donc, pour moi, il faut arrêter, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, il faut arrêter de croire à un consensus. Il faut arrêter de mettre tout le monde autour de la table en disant comment on va faire pour réduire les pesticides. Avec un gars qui va sortir son tracteur 2 semaines après pour aller foutre le feu à Luxembourg et dire « je veux plus de régulation sur l'environnement, plus de régulation sur les pesticides et moins de bio ». C'est génial quand même. Bon, j'avais dit que je ne m'énerverais pas. Mais c'est fatigant. Je voudrais terminer avec cette phrase qui m'a vraiment frappé, et vraiment sincèrement, on entend tous, on a tous dans notre entourage des gens qui sont malades, etc. Je vous parle de l'espace médiatique, il y a des journalistes qui font des boulots extraordinaires. Vraiment, moi, je suis admiratif de certains journalistes qui font vraiment un énorme boulot. Et parmi eux, Stéphane Foucard. Et Stéphane Foucard a fait une chronique dans Le Monde il y a une semaine, où il parle du cancer, et il dit le cancer, c'est aussi quelque chose de politique. Céline va nous en parler, je pense. Et donc, il dit quand on est malade, ou quelqu'un dans notre entourage est malade, le premier réflexe, c'est de s'interroger rétrospectivement sur ses habitudes de vie, son alimentation, les lieux qu'on a fréquentés. À la vérité, il faudrait aussi se demander pour qui on a voté. Et je trouve que cette phrase est d'une vérité profonde. Et pour moi, je termine avec ça, c'est ça, avoir une attitude éthique par rapport aux pesticides. C'est de se poser cette question-là aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie l'équipe Citra qui est toujours qui est derrière tout ça. On est 12 à travailler et on essaye ensemble de participer à ce changement. Merci.